J'ai eu la chance, effectivement, d'être témoin de ce que j'appelle la naissance des soins palliatifs et témoin de la prise de conscience qu'il y a eu, à un moment donné, de l'importance de ne pas laisser nos concitoyens mourir dans la douleur, dans la solitude et dans l'anonymat. Et il y a une date très importante qui est 1984. 1984 est importante d'abord parce que c'est la date du congrès de l'ADMD à Nice, un congrès sur la fin de vie où les médecins, les psychanalystes, les philosophes qui se sont rendus là se sont rendus compte que l'on pratiquait dans les hôpitaux l'euthanasie d'une manière totalement, évidemment, illégale, cachée, en posant des cocktails lithiques quand on ne savait pas soulager des personnes en fin de vie. Et donc cette prise de conscience brutale a amené un petit groupe de gens dont je m'en souviens pas de tous, mais il y avait le professeur Zitoun, il y avait Verspiren, il y avait Abiven, et puis d'autres que j'oublie sûrement. Ils se sont réunis et il y a eu une commission ministérielle sous la présidence de François Mitterrand, c'était en 85, une commission sur l'accompagnement de la personne en fin de vie. Et c'est cette commission qui a décidé de la création d'un petit nombre d'unités de soins palliatifs et de ce qui a été ensuite la circulaire Larocque. La deuxième date, 84, c'est aussi la date tu l'évoquais, donc je vais en dire un mot, de ma rencontre avec François Mitterrand. Les gens croient que je suis la psychologue des soins palliatifs qui est intervenue à la fin. C'est faux. Je l'ai rencontré en 84, à une époque où son espérance de vie était terminée, on lui avait donné 3 ans à vivre, et il se savait donc non seulement mortel, mais il avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et c'est François Mitterrand qui, quelques années plus tard, m'a parlé de la création de cette première unité de soins palliatifs. Il m'a proposé d'en être la psychologue, il a créé mon poste. Et ensuite, il a été très proche de toute... je peux dire qu'il m'a accompagnée, puisqu'il me posait beaucoup de questions sur ce que je vivais, ce dont j'étais témoin. On sait qu'il a inauguré aussi le premier congrès européen des soins palliatifs. Bref, je pense que c'est important de dire qu'il est à l'origine des soins palliatifs. Alors, j'ai eu la chance aussi de participer à cette expérience pilote de la première unité en Europe continentale de 86 à 96. C'est une expérience que j'ai relatée dans un de mes livres, mon premier livre, La mort intime, une expérience à laquelle je me réfère constamment parce que j'ai vraiment le sentiment que nous avons vécu la possibilité de soulager, d'accompagner des personnes que la médecine ne pouvait plus guérir. Et dans un contexte d'humanité et de dignité qui reste, à mes yeux, un modèle. Dans le petit livre que j'ai publié il y a 2 ans, « Nous voulons tous mourir dans la dignité », j'ai un petit chapitre que j'ai intitulé « Ai-je vécu une utopie ?» Et c'est un petit chapitre dans lequel j'avais envie de vous en citer quelques phrases. J'évoquais, donc, en parlant de cette utopie, cette communion entre soignants et soignés qui s'épaulaient réciproquement, chacun assumant sa vulnérabilité et ses limites, les soignants ayant accepté de ne pas être tout-puissants, les soignés ayant compris que les médecins ne peuvent pas tout. La solitude était alors brisée. Et je me suis demandé, évidemment, dans les années qui ont suivi, pourquoi ce que nous avions vécu là, à part quelques exceptions, parce que bien sûr, il y a eu d'autres unités de soins palliatifs qui se sont créées ensuite, mais pourquoi est-ce que ce modèle n'avait pas pu irradier le reste de la médecine ? Et je me demande encore, je me suis longtemps demandé si c'était une absence de moyens, si c'était un défaut de formation des médecins,
Mais je crois, et c'est ce que je vais développer là, que le problème est beaucoup plus culturel et que le problème est dans cette peur de la mort qui fait que la mort reste toujours un tabou. Alors, cette utopie, donc, je dis que depuis, j'ai beaucoup écrit encore sur cette question, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai toujours insisté, et ça me paraît le plus important, sur ce socle de la culture de l'accompagnement qui est justement l'acceptation de ses limites et de sa vulnérabilité. Il y a une petite histoire que j'ai racontée dans un de mes livres, mais que je voudrais rappeler parce que pour moi, c'est un moment fondateur. Quand le docteur Abiven m'a demandé de former l'équipe, la future équipe, je lui ai proposé que la première matinée que nous allions passer ensemble, nous fassions quelque chose d'un peu particulier. J'ai proposé que nous fassions un tour de l'équipe et que chacun exprime de quelle façon il avait été blessé par la mort dans sa vie. J'ai dit, nous sommes tous des humains. Là, il y a évidemment, on n'a pas nos blues, il n'y a pas la hiérarchie, il n'y a pas le médecin et la personne qui est chargée des repas, il y a évidemment tout un... Mais nous sommes tous des humains devant cette question, est-ce que nous pouvons en parler? Et le docteur Abiven est le premier qui a pris la parole et qui a raconté le suicide de son fils. Et puis ensuite, chacun a parlé de ses deuils, des difficultés qu'ils y avaient eues. Ça a duré toute la matinée. En sortant, une infirmière m'a prise par le bras et m'a dit « Marie, je ne pourrai plus jamais voir mes collègues de la même façon maintenant que je sais qu'ils ont souffert et que nous avons tous, d'une façon ou d'une autre, souffert face à la mort. » Et c'est ce moment, vous voyez, je pense, il a été fondateur. C'est la raison pour laquelle cette équipe est restée soudée. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'absentéisme dans cette équipe. Et ça, c'est vraiment pour moi un moment très important. Alors ensuite, nous avons connu le développement des soins palliatifs, l'émergence des lois, la loi de 99 sur l'accès de tous aux soins palliatifs, la loi de 2005 sur les droits des malades, celle de 2012. Et j'ai suivi cette évolution comme chargée de mission au ministère de la Santé, mais j'ai été auprès de 3 ministres. Et j'ai fait 2 rapports, la fin de vie, le devoir d'accompagnement et aussi la France palliative, après avoir fait le tour de France des régions. Et ce que j'ai touché là, en tant que chargée de mission, je voulais vous le dire parce que ça fait partie, je crois, de cette question. Pourquoi est-ce que cette culture de l'accompagnement ne s'est pas installée dans notre société ? J'ai été témoin de blocages administratifs qui ont créé beaucoup de colère chez moi et qui sont le témoin de cette résistance culturelle. Par exemple, le numéro Azur que j'avais préconisé, qui a été pris par un ministre, qui a été financé pour justement que les familles très reculées en province puissent s'informer, être orientées, être écoutées. Ce numéro n'a jamais bénéficié de la campagne de communication qui aurait permis qu'on le connaisse. Et j'ai même découvert un jour, ça a déclenché une grande colère chez moi, dans un bureau d'une directrice une sous-direction du ministère, des affiches destinées aux pharmacies qui étaient restées depuis 1 an dans des cartons. Ça montre cette résistance culturelle. Et puis, il y a aussi cet exemple de cette mesure que j'ai préconisée, qui était, parce que je l'ai expérimenté, de faire un forum annuel dans chaque établissement dans lequel les gens meurent pour informer sur la culture palliative. Et j'ai proposé que ce que j'avais fait, moi, dans 3 hôpitaux de chaque région, soit généralisé. J'ai demandé qu'il y ait une parole politique qui demande à ce que ça soit fait. Ce n'était pas une mesure chère, c'était une mesure qui supposait de l'organisation. Eh bien, on m'a répondu que ça n'était pas possible. Je crois que tu étais à la réunion au cabinet de Nicolas Sarkozy, où on m'a répondu qu'on ne pouvait pas obliger des médecins, des infirmières et des aides-soignants à venir écouter une information sur la fin de vie, alors qu'on a bien obligé ça pour la maladie nosocomiale. Mais voilà, vous voyez, ce sont des petits signes de cette résistance.
Alors, il y a encore 5 minutes? Elle m'a demandé, hein, c'est pas que je vais la chasser, mais elle m'a dit, elle a Oui, oui. C'est pas... Alors, comment je vois cette évolution? D'une part, je constate, et vous aussi, bien sûr, que la culture médicale, globalement, n'a pas évolué. Didier Sicard a été très sévère là-dessus, nous le savons. Je remarque aussi, et je le vois puisque je m'occupe beaucoup de la fin de vie dans les EHPAD, que les médecins traitants ne sont pas formés à la fin de vie et que c'est pour ça que les personnes se retrouvent aux urgences au lieu de terminer leur jour tranquillement dans leur lit. Donc cette culture médicale n'a pas évolué. L'image des soins palliatifs s'est plutôt dégradée, parce qu'ils sont insuffisants, bien sûr, mais aussi parce qu'ils font peur, parce qu'ils sont liés à l'extrémité de la vie. Et puis, j'ai entendu des propos très destructeurs et des propos complètement faux. Par exemple, quand on dit que dans les soins palliatifs, on meurt de soif et de faim, c'est quelque chose qui est véhiculé, qui fait un mal fou dans la société. On assiste enfin à un renforcement de la peur de mal mourir, de ne pas maîtriser les conditions de sa fin, la peur d'être un poids pour la société. Les gens n'ont plus confiance, ils n'ont plus confiance dans la médecine, mais n'ont plus confiance aussi dans la capacité de leurs proches à les accompagner. Et donc, il y a une pression sociale qui n'a jamais été aussi forte et elle n'a jamais cessé en faveur d'une légalisation de l'euthanasie. Donc, nous voyons bien que cette évolution législative, elle suit tout ce que nous avons vu, ces avancées de plus en plus. On essaye toujours de maintenir l'interdit de la mort, mais malgré tout, les dernières mesures, rendre les directives anticipées opposables ou la sédation terminale, ce sont des avancées vers quelque chose qui me semble malgré tout inéluctable. Nous aurons un jour une légalisation de l'euthanasie. Et je vois que le Québec, qui a été souvent notre modèle, eh bien, ils viennent de légaliser. Alors, vous voyez cette question de pourquoi est-ce que cette culture, et vous avez bien compris que je crois qu'on en arrive là, parce que cette culture de l'accompagnement ne s'est pas développée. C'est la question que je n'ai cessé de me poser, et malgré tout ce que nous faisons, malgré ce que fait Emmanuel à l'espace éthique, malgré ce que vous faites tous ici, parce que je sais que vous êtes tous des ambassadeurs de la culture de l'accompagnement, malgré ce qu'on essaye encore de faire, eh bien, la mort est toujours taboue, elle fait toujours peur, le temps du mourir n'est pas valorisé, hein, et parce qu'il n'est pas valorisé, on va l'écourter, ou bien on va faire taire le mourant, et je comprends que certains aient des craintes par rapport à la façon dont on va, je dirais, mettre en pratique la sédation terminale, parce que c'est bien une façon de faire taire aussi celui qui pourrait effectivement peut-être pleurer, peut-être dire des choses qu'on aurait du mal à entendre. Je pense que nous, en faisant ça, en écourtant la vie ou en faisant taire le mourant, eh bien nous manquons ce que nous avions si bien perçu au début de la dimension spirituelle du mourir, c'est-à-dire ce temps que Michel de Musan appelait le travail du trépas, c'est-à-dire ce temps où on peut justement dire au revoir, accomplir sa vie. C'est ce temps initiatique pour ceux qui accompagnent, pour ceux qui restent, initiatique pour ceux qui vivent leur deuil ensuite, puisque le deuil s'appuie à ce moment-là sur les paroles, sur les gestes qui ont été échangés. Alors, je termine malheureusement sur un propos qui est un peu pessimiste, mais malgré tout, j'ai quand même de l'espoir, parce que je vois que dans ce domaine très sinistré de la fin de vie des personnes âgées, dont je m'occupe beaucoup maintenant, les EHPAD, eh bien, il y a de plus en plus de prise de conscience d'introduire la culture de l'accompagnement. Je sais que le groupe Corian, moi je fais partie de l'Institut du bien vieillir Corian, eh bien ils viennent de décider de faire une recherche justement sur les rituels qu'on pourrait mettre en place dans les EHPAD. Donc ça, c'est plutôt un signe d'espoir. Et puis j'ai fait aussi, je termine là-dessus, une expérience très récente. Un lycée de Versailles m'a invité à rencontrer 200 jeunes de 18 à 24 ans, c'était les terminales, les BTS et les prépas, sur la fin de vie.
Et il y avait, je peux vous dire que pendant 1 heure j'ai parlé, il n'y avait pas une mouche qui volait. Les profs m'ont dit, on n'a jamais vu ça. D'habitude, ils parlent entre eux, ils sont un peu dissipés. Pas une mouche n'a volé. Et ensuite, beaucoup d'entre eux sont venus me voir en disant, Madame, on n'a jamais entendu ce que vous venez de nous dire. C'est dur, mais merci.